Chers téléspectateurs, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission Angle de vue, le rendez-vous qui vous permet, vous le savez, de découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître, son histoire, ses passions, ses combats. Sur ce plateau, nos invités se dévoilent. Et pour entamer cette nouvelle année, nous recevons ce soir une femme de lettres devenue militante après avoir été frappée, comme des dizaines d'autres familles martiniquaises, par un drame aérien sans précédent survenu il y a maintenant 20 ans. Rosemarie Topin-Pélican, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 20 ans que le vol 708 de la West Caribbean Airways s'est crashé dans une province du Venezuela, emportant avec lui 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage. De ce drame a surgi un combat, celui de la recherche de la vérité, un combat qui a pris toute la place ou presque dans votre vie depuis ce 16 août 2005. Vous êtes aujourd'hui la présidente de l'Association des victimes du crash aérien, l'AFCA. Depuis 20 ans, votre association se bat avec les instances judiciaires pour obtenir la lumière sur les circonstances exactes du crash et identifier les responsables. Nous allons évidemment revenir sur les dernières évolutions judiciaires de l'affaire. Mais avant, j'aimerais que nous découvrions ensemble quelques photos personnelles que vous avez accepté de partager avec nous. Et on va tout de suite commencer avec vos photos d'enfance que vous nous avez très gentiment confiées. À noter que vous êtes issu d'une fratrie de 10 enfants, c'est bien ça. Et vous m'avez expliqué que vous étiez plutôt la gâtée, la choyée de la bande. Tout à fait. J'ai toujours été la préférée de tout le monde parce que sans doute j'étais plus fragile physiquement, plus frêle. Mais j'étais vraiment une enfant chouchoutée, gâtée, à tel point que j'ai pleuré le jour de mes 10 ans parce qu'on m'a dit que j'étais une grande fille. Et j'avais pensé qu'être une grande fille, c'était perdre justement tous ces petits avantages que j'avais, perdre le droit d'être toujours juchée sur les genoux de mon papa. Mais ça a continué quand même. Ça n'a rien changé au final. Ça n'a rien changé. Alors, choyée, protégée et d'aussi long que vous vous souvenez, déjà une passion pour l'écriture. Déjà toute petite, ça c'est vraiment aussi ce qui vous anime. C'est ça. Toute petite, j'aimais les lettres. Je crois que j'ai appris à lire et à écrire bien avant tout le monde, hein. Bien avant l'âge défini pour cela. Et après, j'ai beaucoup lu. J'ai lu tout ce qu'il y avait comme bibliothèque rose, verte, de toutes les couleurs. Je lisais énormément. Et puis aussi, je me disais pourquoi ne pas écrire moi aussi. Et je faisais des petits poèmes en cachette, mais des petits poèmes tout simples en fait, sur la nature, les astres, enfin sur tout et n'importe quoi. À l'époque, vous vous qualifiez de, je vous cite, romantique presque doudouiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là? En fait, j'oppose cela au côté militant d'aujourd'hui. À l'époque, j'écrivais, je n'étais pas engagée, je ne défendais pas des causes en particulier. Mais j'écrivais sur... D'ailleurs, mes auteurs préférés, c'était Lamartine, Victor Hugo, enfin toute la bande là. Et aujourd'hui, mon regard est différent. Et ces poèmes d'alors, je ne les montre à personne, je ne les montrerai pas non plus, puisque pour moi, c'est du léger, ça n'a pas vraiment de sens ni d'implication. Ça ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est cela. Mais en tout cas, à l'époque, c'est plutôt la timidité qui fait que vous ne partagez pas vos écrits. Ah, c'est ça. J'étais une enfant extrêmement timide. Presque, à l'époque, d'ailleurs, on me qualifiait de sauvage, parce que j'étais carrément xénophobe. Dès que quelqu'un frappait chez moi, je me planquais, à tel point qu'un jour, c'est mon parrain qui m'adorait, d'ailleurs, parce que j'étais sa seule filleule. Il est venu chez moi, et je n'ai pas eu le temps de courir, et je suis restée sous la table. Et il s'est assis autour de la table avec mon père, il discutait, et tout d'un coup, il a demandé où j'étais, alors qu'en fait, j'étais sous la table. C'est moi.
Une timidité exacerbée, mais qui heureusement ne vous empêche pas de poursuivre un cursus scolaire plutôt brillant. École normale en Guadeloupe, fac de lettres à Toulouse, puis retour au pays en tant qu'enseignante. Une vie plutôt bien tracée, épanouie. Puis tout bascule le 16 août 2005 à 3 h du matin. Votre sœur Marie-Annick et sa fille Élodie reviennent d'un séjour au Panama. Leur vol relie l'aéroport de Tocumen à l'aéroport Aimé Césaire. Sauf que, comme 150 autres Martiniquais, finalement, elles ne reviendront pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, enfin, nous expliquer ce qui s'est passé pour vous le jour de cette date fatidique? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui deviez aller les chercher à l'aéroport? Comment vous avez appris la nouvelle? J'imagine que ces secondes sont particulièrement gravées dans votre esprit 20 ans après. Oui, tout à fait. Je me rappelle que ce soir-là, vers 23h35, ma sœur m'a appelé du Panama, de Tocumen, et elle m'a raconté que tout le monde était là, attendant l'avion, et qu'il n'y avait pas d'information, on ne savait pas à quel moment l'avion viendrait ou pas, etc. Et du coup, c'est la première fois, d'ailleurs, c'est la seule et unique fois où j'ai dormi avec un téléphone dans ma chambre. Parce que je lui ai demandé de m'appeler quand elle arriverait enfin. Et du coup, le téléphone n'a pas sonné. Mais quand l'heure est arrivée, c'est-à-dire depuis 3 h du matin, je suis allée faire le guet à l'aéroport pour voir ce qui se passait. Et comme c'était le jour où je reprenais mon travail après mes congés, donc j'avais une autre sœur en vacances, et je lui ai demandé de me remplacer à l'aéroport. Et je suis partie travailler. Je n'ai pas travaillé longtemps ce jour-là parce qu'une collègue qui travaillait avec la radio est venue vers moi et m'a annoncé qu'un avion était tombé au Venezuela. Je ne me suis pas sentie concernée plus que ça. Oui, vous n'avez pas forcément fait la relation. Voilà, je n'ai pas fait la relation parce que je savais que ma soeur n'était pas au Venezuela, mais j'ai quand même dit encore un, puisque c'était l'année, enfin, au mois d'août, beaucoup d'avions sont tombés. Et j'ai dit encore un, mais sans me sentir vraiment concernée. Et puis, on se disait toujours que ça n'arrivait qu'aux autres, ce genre de tragédie. Et puis, peu après, elle est revenue et m'a dit l'avion revenait du Venezuela, du Panama. Alors là, j'ai compris parce que ma sœur, moi, je n'avais pas pu la réceptionner, la voir arriver pendant que moi, j'étais à l'aéroport. Quand ma sœur y est allée, c'était pareil, il n'y avait pas de nouvelles. Il y avait énormément de retard déjà. Donc, je me suis dit, ça doit être ça. Et je suis partie, je n'ai rien dit à personne. J'ai pris mon sac et je suis allée à l'aéroport. Et là, j'ai eu confirmation que c'était... puisque tout en allant, j'écoutais la radio et j'ai eu confirmation que c'était vraiment l'avion de nos compatriotes qui s'était crashé au Venezuela. Même si on ne disait pas encore le mot, on disait qu'il avait disparu, mais pour moi, c'était clair que l'avion du Venezuela, c'était celui dans lequel ma sœur était. Et je n'ai pas eu de doute, parce que dans la mesure où elle m'avait appelé à 23h35, je savais qu'elle ne pouvait pas avoir raté l'avion. Donc pour moi, il était clair qu'elle faisait partie des victimes. On va découvrir une nouvelle photo où l'on vous aperçoit justement avec votre sœur. C'est une photo qui a été prise quelques semaines avant le crash. Ça a été pris une année à peu près avant le crash. C'était mon anniversaire et il y avait du monde, on avait fait la fête. Et quand tout le monde est parti, ma sœur et moi, nous avons continué toutes les deux à faire la fête, à nous saouler la gueule, entre guillemets. Et ça se voit à nos yeux, d'ailleurs, que nous avons déjà bien profité. Oui, tout à fait. Bien profité de la soirée. Ouais. Alors, dans ce crash, donc, vous avez perdu votre sœur, mais également votre nièce, sa fille Élodie. Ouais. Ça faisait un moment que votre sœur n'avait pas voyagé, ai-je lu. Elle avait repris justement les voyages. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, le Panama était une destination assez prisée par les Martiniquais. Ouais. C'est vrai que le Panama était une destination très prisée parce que entre le Panama et nous, c'est une vieille histoire, hein, puisque nous avons des Antillais, des Martiniquais entre autres, qui sont partis pour construire le canal. Et depuis, il y a des descendants de ces Martiniquais-là, et puis des Guadeloupéens aussi,
comment dire, monté une association, Solidarité, je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas, il y a vraiment un lien très fort entre nos deux pays. D'ailleurs, il y a eu à l'époque, je pense qu'elle existe encore, mais une association Martinique-Panama qui était très dynamique, puisque régulièrement, enfin chaque année, il y avait des vols charters pour le Panama. Et donc, on n'en entend plus parler parce qu'il n'y a plus ces vols charters. En tout cas, je n'ai pas connaissance de ces avions qui partent au milieu de la nuit, qui reviennent au milieu de la nuit et qu'on ne peut pas contrôler, forcément. Donc, c'est vrai qu'entre le Panama et la Martinique, c'était des liens très forts qui existent encore, même si concrètement, les échanges sont moins fréquents. Et puis, Depuis le crash, ça a mis à mal aussi... justement, ça a mis à mal aussi cette relation, parce qu'on imagine évidemment que le traumatisme étant tellement grand, tout à fait. J'imagine qu'après le crash, la destination Panama a été beaucoup moins proposée par les bookers. C'est clair. Vous le disiez aussi, beaucoup moins de vols charter, parce que ce qu'il faut savoir aussi à l'époque, c'est qu'il s'agit, donc la West Caribbean Airways est une compagnie colombienne. D'ailleurs, le personnel navigant décédé à bord de l'accident, à bord de l'appareil était colombien, qui transportait des Martiniquais dans un appareil américain qui s'est crashé au Venezuela. Donc on imagine bien que dès le départ, les débuts de l'enquête ont dû être très compliqués. Très compliqués. Et vous n'avez même pas mentionné la Colombie. Oui. La Colombie, parce que la West Caribbean, c'était une compagnie colombienne. Tout à fait. Donc, il y a 5 États qui sont mêlés, je vais dire entre guillemets, à cette affaire. Et nous sommes désolés de devoir constater que finalement les relations diplomatiques ont prévalu et que cette enquête n'a pas été menée comme elle aurait dû l'être, puisqu'il y a des commissions rogatoires qui n'ont pas été menées, on nous a opposé des fois la souveraineté des autres États. Par exemple, au Venezuela, l'épave de l'avion est restée 4 mois sans surveillance dans un champ. Normalement, nous avons la Convention de Varsovie qui préconise une manière de faire en cas d'accident, mais ça n'a pas été suivi par le Venezuela. Qui mène l'enquête au départ, les quelques heures qui suivent vraiment le crash, qui prend l'enquête en main? En fait, je sais que la Colombie a mené une enquête, mais personne n'en a vu la couleur. Il y a, après cela, 2 enquêtes qui ont été faites. Une enquête technique. Alors, l'enquête technique est faite par le pays dans lequel l'avion tombe. Donc, le Venezuela. Le Venezuela a mené l'enquête technique et a rendu son rapport pour les 10 ans. Et ensuite, il y a l'enquête pour la recherche de la vérité, pour la recherche des responsabilités qui est menée en Martinique. Oui. Donc par la France, par le bureau d'enquête et d'analyse français. Par les jurisprudents, par la justice française. Oui. Alors, aujourd'hui, quand on cherche justement les raisons du crash, ce qui est invoqué, c'est que l'avion volait trop haut, était trop lourd, les conditions météo à cette altitude n'étaient pas favorables. Les rapports indiquent également, parmi la conjonction d'éléments qui ont amené au crash, une mauvaise analyse de la situation par le commandant de bord qui, lui, pensait qu'il y avait une défaillance en fait, sur les moteurs. À noter également que la compagnie n'avait pas fourni à ses pilotes un bulletin faisant part d'un problème sur le pilote automatique sur ce modèle d'appareil. Et ajoutons à cela une mauvaise communication entre le commandant de bord et son copilote qui était un jeune pilote et qui visiblement, lui, avait bien analysé la situation, mais qui n'a pas en fait su convaincre son commandant de bord. À l'arrivée, vous me détrompez bien sûr si ce n'est pas exact, mais en fait, seule la responsabilité des pilotes a été mise en cause. C'est bien ça? En fait, tout a été fait pour pointer du doigt la responsabilité des pilotes. Je ne vais pas dire que les pilotes n'ont pas une part de responsabilité, mais je dis que mettre toute la responsabilité sur le dos des pilotes, c'est juste pas possible, c'est malhonnête. Pourquoi c'est malhonnête? Parce que, à supposer qu'on considère que les pilotes n'ont pas su gérer le décrochage.
Donc, on est pratiquement à la dernière étape. On est dans le cockpit à quelques minutes de l'instant où l'avion va toucher le sol. Donc, les pilotes n'ont pas su gérer le décochage. Pourquoi? On ne se demande pas pourquoi. C'est vrai qu'ils n'ont pas su gérer le décochage, mais ils n'ont pas su le gérer parce qu'ils ne l'ont pas appris. C'est ça, parce qu'eux-mêmes, il leur manquait des informations qui n'avaient pas été fournies. Derrière, il y a une compagnie qui n'a pas fait son travail. Mais ça, la justice française ne veut pas en parler. On dit également que, enfin, c'est avéré, à l'époque, la compagnie rencontrait des difficultés financières et pour économiser du carburant, on aurait aussi demandé aux pilotes de voler trop haut. Ils n'avaient pas la bonne altitude par rapport au poids de l'avion pour faire des économies. Ça a été confirmé aussi dans les rapports? En fait, pendant pratiquement 17 ans, ce scénario que vous décrivez, c'était le scénario que la justice française brandissait, mettait en avant. Un avion trop lourd, qui monte trop haut, qui est pris dans une zone d'orage, qui va décocher, les pilotes ne sachant pas gérer, l'avion leur échappe et puis va s'écraser dans la plaine de Machiques. Sauf qu'en 2022, nous avons obtenu qu'on nous fasse un complément d'expertise sur la masse et tout d'un coup, les mêmes experts qui initialement avaient dit que l'avion était trop lourd nous disent maintenant que non, l'avion n'était pas trop lourd. Donc, comment comprendre ce non-lieu qui vient dire que l'affaire est clôturée, qu'il n'y a plus rien à dire, quand on n'est même pas capable de nous indiquer si l'avion est trop lourd ou pas? En sachant que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure par rapport au dernier échange notamment que vous avez eu avec votre sœur, c'est qu'au départ du Panama, le poids des bagages, si j'ai bien compris, n'a jamais été contrôlé. Vu qu'en fait, il n'y avait aucun contrôle, ils sont montés dans l'avion. Oui, c'est ça. Donc, le poids des bagages, en réalité, personne ne le sait, puisque, en fait, comment ça se passe? Vous avez une société d'assistance au sol. Au Panama, c'est la société Balboa qui s'est chargée de l'avion de la West Caribbean. Alors, la société Balboa remet au pilote un document, un manifeste de vol, dans lequel il y a la masse de l'avion au départ, la masse des bagages, le poids des passagers, et puis le poids du carburant qui est plus ou moins ajusté en fonction du poids du reste. Le pilote prend ou ne prend pas plus de carburant. Là, il en a pris plus, d'autant que les masses qui lui étaient indiquées permettaient justement d'aller, de compléter, parce que vous avez le constructeur de l'avion qui vous dit que son avion ne peut pas décoller avec une masse supérieure à 149 500 livres. Le document remis au pilote indiquait 148 200. 148 200 et en deçà de 149 000, donc pas de problème. Sauf que les enquêteurs, enfin le BEA, Boeing et même notre expert estiment cette masse-là à plus de 155 000, voire 160 000 livres, c'est-à-dire bien au-dessus de ce que le constructeur, de ce que Boeing préconise. Et sur quoi se sont-ils appuyés pour indiquer que non, la masse était supérieure à ce qui avait été déclaré à l'époque? Parce qu'ils ont tout recalculé. Ils ont recalculé le poids des bagages. Ils ont recalculé le poids des... Parce que vous savez qu'il y avait des passagers, enfin, des Martiniquais, qui attendaient le retour de cet avion-là au Panama. Ces Martiniquais, puisque la Ouest n'avait plus d'avion, sont rentrés par Air France. Le même nombre de passagers. Donc, ils ont pu avoir une moyenne des poids de bagages et des poids de passagers. Même le poids des passagers calculés par la Ouest était erroné. C'était des chiffres qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et le poids de bagages, c'était un poids approximatif qu'ils mettaient, puisqu'il ne pesait rien du tout. On va découvrir une nouvelle photo. Vous êtes vous-même rendu à plusieurs reprises au Venezuela sur les lieux de la catastrophe. On vous aperçoit d'ailleurs sur cette photo avec le maire de l'époque. Vous m'avez dit avoir rencontré un homme totalement traumatisé par ce qui s'était passé et qui, dès lors, en fait, n'a eu de cesse d'essayer d'aider les familles martiniquaises
Alors que, si je puis dire, lui, son seul tort a été que l'avion soit tombé chez lui. Ouais. Oui, tout à fait. C'est M. Alfonso Marquez, tellement, comment dire, tellement proche de nous que finalement on l'appelle Toto, comme les gens de Machiques. Et donc, ce monsieur était sur les lieux de la catastrophe dès les premiers instants. Et il a même pu ramasser en particulier une petite fille. Et tout cela l'a traumatisé. Et son épouse m'a dit qu'il n'a pas dormi pendant 6 mois, pratiquement. Et à chaque fois que nous venons, on sent l'émotion. Il pleure. Mais j'ai l'impression qu'il est plus touché que certains de mes compatriotes. Vraiment. Peut-être parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu, parce qu'il sait ce qui nous est arrivé. Parce que pour beaucoup de gens d'ici, il y a eu un crash, des Martiniquais sont morts. Mais ils ne sont pas morts comme on meurt habituellement. Oui. Ils sont morts dans des conditions particulières. C'est un drame collectif où on a été privé de ces veillées pendant lesquelles on voit le mort. Moi, quand ma mère est morte, je l'ai pincée parce que je voulais être sûre qu'elle était morte. Je me disais qu'elle ne peut pas me faire ça, donc je l'ai pincée. Mais là, on n'a rien vu. On a été obligé d'accepter quelque chose contrairement à nos traditions. Donc lui, il sait. Lui, il a vu. Et donc, c'est quelqu'un, d'ailleurs, même pour les 20 ans, il m'a envoyé un message encore. Donc, il n'oubliera jamais ce monsieur-là. Et voilà. 20 ans de combats judiciaires portés notamment par votre association l'AFCA et beaucoup de revers aussi essuyés par les familles des victimes. Un non-lieu confirmé en avril 2023 par la Cour d'appel, puis par la Cour de cassation en juin de la même année. Alors rappelons que la Cour de cassation ne réexamine pas les faits, mais uniquement la procédure légale, voilà, si ça a été bien appliqué. Donc j'ai envie de vous redemander justement sur quels éléments s'est appuyé ce premier verdict de la Cour d'appel qui a reconfirmé le non-lieu. En fait, moi, je suis persuadée que dès le départ, ce dossier a eu une orientation, mais une orientation voulue. Mais qui protégerait qui? Puisque justement vous dénoncez une justice partielle, qui protège qui et dans quel intérêt? J'aurais dû vous emmener mon premier ouvrage sur le crash, M'aider, 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 dans lequel, effectivement, dans les dernières pages, j'explique les enjeux. J'explique, par exemple, que la France était le premier employeur étranger en Colombie. J'explique que la Colombie a commandé des Airbus. J'explique aussi que la France n'a nullement l'intention de se brouiller avec le Panama, ni avec les États-Unis. Toujours pour des intérêts commerciaux. Il y a des intérêts diplomatiques, économiques, des intérêts qu'ils estiment supérieurs aux vies humaines. Donc, partant de ça, on comprend pourquoi, dès le départ, on a voulu que ce soit la faute des pilotes. Et donc, le premier juge, c'était, je n'ai pas peur de le nommer, il s'appelait M. Cantinol, c'était un petit Martiniquais. Et je crois que, bon, lui, il avait reçu des ordres, c'est clair, parce qu'il a dit en revenant, il n'y a pas longtemps, j'ai rempli ma mission. Alors, c'était quoi sa mission? Et donc, c'est un dossier qui est extrêmement volumineux et nous sommes persuadés que les personnes qui sont venues après ont lu juste ces conclusions et ne se sont pas donné la peine d'aller chercher quoi que ce soit dans ce dossier-là, d'autant que les règles étaient claires, non-lieu, puis rien d'autre. Et donc, bon, nous savons aussi que la Cour de cassation n'a pas réexaminé le dossier. Nous savons que la Cour européenne des droits de l'homme, il y a peu de chances qu'elle réexamine. Alors, que vous avez saisi fin 2024, car c'est la dernière option qu'il vous reste finalement. C'est la dernière option. Et je crois que si elle prend le temps de bien examiner ce dossier, elle verra comment cette affaire a été traitée, elle verra le laxisme, elle verra comment la France a maltraité ses ressortissants. Donc, du même coup, comment la France n'a pas respecté la Convention européenne des droits de l'homme. 20 ans après, vous y croyez encore à cet épilogue, au fait qu'on casse ce non-lieu? Votre détermination et cet espoir n'ont jamais faibli en 20 ans? En fait, moi, je me dis qu'on ne peut pas être aveugle, on ne peut pas être sourd à ce point.
Parce que ce que nous voulons, ce que nous demandons, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des caprices. Ce sont des choses qui sont dans le dossier. Nous aurions aimé qu'un juge honnête, j'entends bien honnête, puisse revoir ce dossier en analysant les éléments qui y sont, les responsabilités qui sont inscrites dans le dossier. Parce que dans toute catastrophe, il y a une chaîne de responsabilités. Et là, on a examiné le dernier maillon de la chaîne. Je vais vous dire une chose toute simple. Au moment où nous parlons, la justice française ne connaît pas le poids de l'avion à vide. Elle nous dit que l'avion était trop lourd à un moment, que l'avion n'était pas trop lourd après. Mais du coup, demandez-lui le poids de l'avion à vide. Personne ne sait. Personne ne sait puisque c'est un avion qui appartenait à Continental Airlines qui a été mis dans un désert. Après, quand on l'a sorti, on a reconfiguré, on a enlevé la première classe pour mettre d'autres sièges. Mais il faut repeser. Ça n'a jamais été fait. Et la justice ne sait pas. C'est pour cela que notre expert, M. Jacques Issouita, méritait d'être entendu. Car ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On l'a laissé sur les trottoirs de Fort-de-France. Mais il est venu, il a tenu à venir pour le 20e anniversaire et il a présenté aux personnes qui le voulaient bien, aux familles, à la presse, il a présenté son travail qui consistait justement à revoir tout cela et à réanalyser, ou à analyser, parce que ça n'avait pas été fait depuis le départ, à analyser vraiment le vol 708 depuis l'instant où il commence son roulage sur le tarmac de l'aéroport. Et d'après M. Issouita, l'avion aurait pu se casser la gueule 2-3 fois avant son décollage parce qu'il était trop lourd et qu'il ne pouvait pas prendre de son élan. Alors vous, votre détermination n'a pas faibli ces 20 dernières années. Du tout. En revanche, certaines familles de disparus ont tourné la page. Vous le comprenez, ça aussi, que pour certaines, il fallait peut-être passer à autre chose pour avancer? Moi, je comprends tout. Je comprends qu'effectivement, certaines personnes aient renoncé au motif que, c'est pas qu'elles n'y croient pas forcément. Elles savent qu'il y a, que ce qu'on nous dit, ce n'est pas la vérité. Mais elles se disent que contre le pot de fer, nous n'avons pas de chance et que nous nous épuisons inutilement. Mais moi, j'ai envie de dire que quand on va au combat, on va au combat et puis c'est à nous de trouver les armes, c'est à nous de rester debout et de faire face. L'une de vos armes, vous en avez parlé, c'est l'écriture, puisque ce drame, on peut le dire, a libéré votre plume. Vous qui n'aviez jusqu'alors jamais publié vos écrits, en 2017, vous l'avez parlé, vous avez publié Mayday, Mayday, Mayday fera-t-il jour demain. Vous revenez évidemment donc, sur les éléments du crash du 16 août 2005 et vous posez aussi la question de la reconstruction, de la difficile reconstruction après un tel drame. J'ai envie de vous demander, vous, où est-ce que vous en êtes de votre propre reconstruction? En fait, j'explique aussi que nous sommes tous différents et que chacun a des outils, mais des outils différents qu'il doit aller chercher au fond de lui-même. Donc, je crois que j'ai réussi à, à me remettre en selle avec les éléments que j'avais. Et je crois aussi que le fait d'être dans le dossier, que de voir, de comprendre où étaient les responsabilités, moi je sais qui a fait quoi, parce que j'ai lu les 150 000 pages du dossier, voire plus d'ailleurs. J'ai lu toutes ces pages-là et je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire. Je me suis dit, on raconte des inepties aux gens, donc il faut que je leur dise qu'il y a cette réalité-là et que la justice n'est pas, parce que pendant longtemps, moi j'ai fait à un moment donné du droit public, donc je savais l'État, je savais ce que c'était, je savais que l'État avait des organes, des organismes dotés d'instruments pour régler tous les problèmes, tous les conflits. Il y avait une justice avec plusieurs niveaux pour pouvoir faire valoir ses droits. Donc je me suis dit, il nous est arrivé quelque chose, la justice a promis de nous dire la vérité, elle le fera puisqu'elle a tous les éléments, elle a tous les outils pour ça. Sauf que je me plantais et j'ai voulu, dans ce livre-là, reparler de tout ça et dire aux gens qu'il y a un dossier de l'enquête et dans ce dossier,
il y a des choses qui permettent de penser qu'il y a des responsabilités à plusieurs niveaux et que la justice française a fait le choix de ne pas aller dans cette direction-là. Parce que le plus simple, ça aurait été de voir tous les protagonistes, de voir quelle était leur part de responsabilité et les écarter après. Maintenant, si à la fin, il ne restait que les pilotes, on aurait admis que ce soit la faute des pilotes uniquement. Mais ça n'a pas été fait. Nos demandes d'actes ont été rejetées les unes après les autres. En tout cas, un témoignage aussi pour ne rien oublier de l'affaire dans ce livre-là. Vous avez aussi également un faible particulier pour les nouvelles, m'avez-vous dit. Et d'ailleurs, nous allons achever cette émission, car malheureusement, nous arrivons déjà au bout. Ça passe vite. Nous allons l'achever avec une lecture de l'un de vos écrits. Il s'agit d'un extrait de la nouvelle intitulée « Solitude », issue de l'ouvrage « Ces femmes que j'ai rencontrées », volume 2. Et vous y interrogez votre propre identité, si j'ai bien compris. C'est cela. Nous vous écoutons. Je ne suis point de la race de ceux qui s'enferment dans les superlatifs. Je suis une femme qui hurle tant sa pluralité que sa singularité. Le père du grand-père de mon grand-père a été arraché d'Afrique et amené en terre antillaise. Mais pour autant, cela fait-il de moi une Africaine, moi qui n'ai jamais foulé le sol de ce continent? J'intègre par déduction mathématique que j'ai le sang de l'Africain qui coule dans mes veines. Il m'a aussi été rapporté que la mère de ma grand-mère était une Tamoule venue de l'Inde. Je ne connais pas non plus cette terre, mais j'intègre le fait que le sang de l'Indien coule aussi dans mes veines. Pour autant, je ne suis pas une Indienne. Et de quel droit devrais-je oublier la mère de mon grand-père qui avait été violée par le maître blanc? Il en résulte que j'intègre aussi le fait que l'héritage de cet apport blanc reste inscrit quelque part dans mon génome. Alors sans doute, comprenez-vous que je refuse toute classification dans un groupe ethnique en fonction des seules caractéristiques visibles de ma personne. Voyez-vous, j'ai des silences en moi. Je suis multiple tout en étant singulière. Je ne suis aucun d'eux isolément. Je suis celle qui a éclos ici, la résultante de l'interpénétration de tous ces apports. Alors je ne veux point qu'on m'emprisonne dans un cadre racial où étoufferait l'universel. Je suis femme du monde, de la lignée de ceux qui se reconnaissent dans le genre humain, se définissent par la proximité avec les gens d'ici et d'ailleurs, sans frontières. Je porte en moi une nouvelle culture, riche de ce creuset polymorphe, et je n'entends point museler les velléités d'expression de l'une ou de l'autre. Je n'entends point admettre la supériorité de telle ou telle partie de moi qui voudrait supplanter l'autre. Je suis multiple et indivisible. Je suis ce tout né ici, mais qui n'existe comme tel ni en Afrique, ni en Inde, ni en Europe, ni en Amérique. Je suis moi, l'Antillaise, née au croisement des peuples et des cultures, la femme nouvelle, l'identité singulière. Merci beaucoup. Et on peut le dire, parmi les multiples facettes qui vous composent, Rosemarie Taupin-Pélican, aussi celle de la combattante, notamment pour le combat que vous menez pour la vérité depuis 20 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu de votre détermination avec nos téléspectateurs sur ce plateau. Et merci à vous, bien évidemment, de nous avoir accompagnés. Et nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour découvrir un nouveau portrait.